Nous allons enchaîner par la deuxième table ronde. Donc nous avons, pour participer à cette table ronde, donc un certain nombre d'intervenants, donc notamment Olivier Perceval, de l'Office français de la biodiversité et plus particulièrement du service fonctionnement, préservation et restauration des écosystèmes aquatiques, que je remercie d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Sophie Lardy-Fontan, qui est directrice du laboratoire d'hydrologie de l'ANSES, que je remercie également. Jessie Jonin, qui est un responsable donc, de mission de la direction de la recherche et de l'innovation et de la transition écologique de la Régie de l'eau Bordeaux Métropole, que je remercie d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et également, donc, je remercie Guillaume Janquin, qui est enseignant-chercheur à l'IMT 1000 Alès et à Hydrosciences Montpellier. On a beaucoup parlé au cours de la première table ronde des enjeux associés à la ressource, plus en termes de quantité. On a commencé à aborder la notion de diversité. On a encore peu abordé les notions aussi de caractérisation de la pollution. On a parlé de sobriété de la consommation en eau. Peut-être qu'on pourra tout de même aussi évoquer la sobriété de la consommation des produits, substances chimiques et autres, qui sont en lien finalement avec la caractérisation de nos milieux. Donc je vais poser la première question donc, à Olivier Perceval de l'OFB sur au regard de la complexité de la caractérisation de l'eau et des écosystèmes aquatiques. Quelles sont les préoccupations majeures de l'OFB sur ces enjeux ? Bien, merci d'abord pour cette invitation, puis de me donner l'occasion de prendre la parole un petit peu les représentants des gestionnaires, notamment de la gestionnaire de la qualité des milieux, puisque l'OFB produit de la recherche, de la connaissance utilisable et utilisée, on l'espère du moins, pour la gestion pour des questions finalement de biodiversité et d'eau. Alors, nous sommes un établissement public, donc à caractère administratif, on ne fait pas de recherche, mais on intervient surtout en mobilisation de la recherche. Cette recherche, en fait, qui génère donc des connaissances, elle doit nous permettre d'éclairer notamment les politiques publiques dans le domaine de l'eau et de la biodiversité. Tout ça en appui à la mise en œuvre des réglementations européennes, des directives européennes, notamment la directive 4 sur l'eau, la nouvelle DRU 2 qui va arriver, des règlements européens, notamment le règlement sur la restauration de la nature, qui est une pièce importante de la législation européenne, qui était très attendue. Et puis également des plans nationaux, des stratégies nationales, notamment en tout cas en rapport avec la question de l'eau, le plan eau bien évidemment, le plan national d'adaptation au changement climatique et puis le plan PIFAS, donc le plan interministériel de lutte contre les poly et perfluoroalkylés. Donc on intervient un petit peu dans tous ces domaines, et puis ce qui me fait plaisir, en tout cas ce qui me rassure, c'est que bon nombre des présentations qui ont été faites à la fois hier et puis ce matin font écho un petit peu avec nous, notre stratégie, nos axes prioritaires en matière de programmation et puis de développement de connaissances. Peut-être pour commencer quelques chiffres. Alors je ne sais pas si vous êtes, je pense que la plupart d'entre vous sont quand même assez familiers avec la DCE. Alors, il faut savoir que environ 67% des masses d'eau de surface, alors il y a à peu près 11 400 masses d'eau de surface au niveau du territoire national, y compris aussi les territoires ultramarins. Donc 67% de ces masses d'eau sont en risque de non-atteinte des objectifs de bon état écologique d'ici 2027. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Alors quand on regarde un petit peu dans le détail, une grande partie de ces masses d'eau, je pense pour 43% d'entre elles, sont affectées et impactées par des pollutions diffuses. Alors essentiellement un problème avec les nitrates et puis également avec les pesticides. On a une fraction un petit peu moindre, à peu près 25% de ces masses d'eau qui sont affectées par des rejets ponctuels, des pollutions ponctuelles, à la fois des rejets de stations de traitement des eaux usées, des rejets industriels, et puis 19% d'entre elles par des prélèvements excessifs dans le milieu. Et donc tout ça, cette situation, elle est d'autant plus exacerbée par les effets du changement climatique et puis l'évolution de la demande en eau. Et quand on se projette, et ça a été fait dans le cadre de l'étude France Stratégie, que je salue ici d'ailleurs, une très bonne étude, sur l'évolution de la demande en eau d'ici à l'horizon 2050, on se rend compte qu'il va y avoir de fortes tensions sur les écosystèmes aquatiques et puis sur les usages de l'eau.
Et donc on a besoin, dans ce contexte complexe, et puis une accélération aussi des effets du changement climatique, une accélération du cycle de l'eau, on a besoin d'outils qui permettent effectivement de caractériser, de mieux appréhender l'effet des pressions anthropiques, à la fois sur la quantité d'eau disponible, mais également sur sa qualité. Et donc typiquement les travaux en cours dans le cadre de ce projet ciblé, notamment sur on va dire le fait de revisiter le concept d'empreinte en eau, finalement on le voit d'un très bon œil, et puis on a hâte d'avoir des résultats pour pouvoir nous effectivement également transférer une partie de ces connaissances vers les opérationnels, puisque les opérationnels ont besoin effectivement d'outils qui sont capables, de méthodes capables d'avoir une meilleure représentation de la complexité de ces hydrosystèmes et de leur dynamique, mais aussi ces outils doivent être directement utilisables, compréhensibles, et donc ça aussi, ça relève, c'est un enjeu aussi important, et c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille au niveau de l'OFB pour faciliter ce transfert des connaissances vers les opérationnels du terrain. Et si je peux donner un petit exemple quand même, alors sur ce lien entre quantité et qualité, alors moi je me suis toujours interrogé, ça fait un moment quand même que je travaille dans le domaine de l'eau, sur la question des débits biologiques, débits écologiques, les débits biologiques, minimum biologiques par exemple, qu'on s'intéresse vraiment typiquement là, dans ce cas-là, à la quantité d'eau nécessaire pour assurer à la fois les fonctions, les processus, et assurer la protection des principales composantes de ces écosystèmes. On manque encore de billes, d'un cadre unifié qui permettrait à la fois de relier, de prendre en compte à la fois ces dimensions de quantité et puis de qualité, et également, et ça fait écho à ce qui vient d'être présenté, la notion de résilience des milieux récepteurs, pour le coup, dans le cadre des évaluations réglementaires, à la fois en matière d'évaluation de la qualité de l'état chimique et de l'état écologique des masses d'eau dans le cadre de la DCE, tout ça c'est vraiment tenu en compte, c'est vraiment pris en compte, ou en tout cas si c'est pris en compte, c'est de manière vraiment très, très incomplète et très simplifiée. Merci. Peut-être vous poser tout de même une question en fait sur les indicateurs qui sont développés en fait dans le cadre de la caractérisation de l'eau. Vous dites qu'il faut rendre les informations opérationnelles de manière à ce qu'elles puissent être utilisées par les gestionnaires des milieux. Donc finalement, quels sont les travaux? Comment vous arrivez peut-être à simplifier la complexité des informations? Par exemple, dans le domaine de la chimie, on peut avoir nombreuses molécules qui sont caractérisées, mais comment en fait on arrive à isoler finalement les grandes questions sur ces questions? Alors ça, c'est assez effectivement. Alors, de difficultés, effectivement, comment rendre, on va dire, utilisable et compréhensible des notions qui sont complexes. Alors, il faut aussi se rendre compte que, en ce qui concerne la pollution chimique, par les micropolluants notamment, on est face à un éco-exposome qui est une chémosphère qui donne le tournis. On a donné l'exemple récent des poly- et perfluoroalkylés, donc une famille composée de plus de 4000 substances et des produits de transformation de ces substances. Donc comment effectivement, dans nos évaluations, arriver à mesurer les niveaux d'exposition, on va dire, fiables, par rapport à toute cette diversité de substances polluantes, et puis comment mieux connaître leur dangerosité, leur potentiel toxique ou potentiel écotoxique. Ça, c'est un véritable challenge. Alors, dans le cadre de la DCE, on a décidé effectivement de simplifier les choses, puisqu'on va raisonner, on va essayer d'isoler les substances qui nous semblent les plus problématiques et qui sont des problèmes communément partagés au sein de l'UE. Et donc on va raisonner en termes de liste de substances prioritaires. Alors il faut savoir que les listes de substances prioritaires, il y a les substances prioritaires d'intérêt communautaire européen, des substances pertinentes au niveau national. Et tout ça, ça représente à peu près, on va dire, 100 à 200 substances qui sont surveillées dans les milieux à intervalles réguliers. Il faut savoir que les efforts de surveillance au niveau national, c'est quelque chose qui est énorme. En termes de réseau de contrôle de surveillance, on est, en tout cas pour les eaux de surface, on est à plusieurs milliers de sites sur lesquels sont réalisés des prélèvements mensuels et sur lesquels sont réalisées des analyses sur plusieurs centaines de paramètres, notamment des paramètres chimiques.
Alors effectivement, la façon dont on a trouvé la plus simple pour aborder ce problème et avoir une évaluation de cet état chimique, c'est de raisonner, de prioriser des substances en disant celles-ci sont présentes dans le milieu de façon complètement ubiquiste, à des niveaux de concentration qui sont susceptibles d'occasionner des dommages, à la fois vis-à-vis des organismes aquatiques, mais également pour la santé humaine. Donc c'est quelque chose de très simpliste. Alors nous, on cherche effectivement à améliorer finalement ces thermomètres, ces méthodes, notamment via différents partenariats. On a des partenariats stratégiques avec les grands opérateurs nationaux de la recherche, et puis vis-à-vis de certains mécanismes, notamment le réseau de surveillance prospective. Alors je ne sais pas s'il faut que je l'évoque maintenant, mais peut-être tu voulais en parler ? Bon, très bien. Alors, réseau de surveillance prospective, c'est quoi? C'est un dispositif qui nous est envié par nos collègues européens. C'est quelque chose d'unique. Et donc, qui a été mis en place et qui est piloté à la fois par les agences de l'eau, le ministère de la Transition écologique et notamment le Bureau de l'eau et de la biodiversité, puis par l'Office français de la biodiversité, et qui regroupe une communauté de chercheurs avec sur des sites, on va dire, des sites expérimentaux. Alors on a isolé des sites du réseau de contrôle de surveillance réglementaire sur lesquels on fait des expérimentations. Alors on a deux principaux objectifs dans le cadre de ce RSP. C'est à la fois d'anticiper finalement les problèmes de demain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'identifier dans les milieux, alors c'est à la fois des eaux de surface, mais ça peut être aussi des eaux souterraines, d'identifier des contaminants qui sont potentiellement problématiques et d'acquérir finalement une bonne image des niveaux de concentration de ces contaminants qui sont pas réglementés, qui sont pas surveillés au titre de la réglementation, notamment au titre de la DCE. Et c'est ce qu'on appelle les contaminants d'intérêt émergent. Alors là, il y a une foultitude. Il y a notamment on retrouve les PFAS, on retrouve les métabolites, les produits de dégradation de pesticides, qui sont pour nous un enjeu très important et notamment aussi un enjeu en matière analytique. Sont des substances bien souvent persistantes, mobiles et malheureusement parfois toxiques, qui encore une fois, d'un point de vue analytique, représentent une difficulté en matière d'analyse. Donc sur ce dispositif, donc on va chercher à identifier les substances problématiques, tout ça pour accélérer finalement l'actualisation des listes de substances prioritaires. On sait qu'on peut pas tout surveiller, on est obligé de prioriser, mais par contre, on se rend compte que dans les listes réglementaires actuelles de la DCE, on s'intéresse plus aux problèmes du passé qu'aux problèmes contemporains. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc il faut accélérer cette mise à jour des substances à gérer. Et puis, autre volet, autre objectif du RSP, c'est à la fois de tester des méthodes innovantes pour améliorer finalement la qualité des résultats de la surveillance. Alors récemment, on a travaillé, encore une fois, via nos partenariats, à finalement essayer de déployer à large échelle certaines méthodes d'analyse non ciblées, puis de voir qu'est-ce que ça pouvait nous apporter par rapport aux approches ciblées, on va dire classiques, et puis également des méthodes biologiques, des sondes biologiques qui nous permettent justement de changer un petit peu de paradigme, d'être plus trop sur la surveillance substance par substance, mais d'avoir une surveillance basée sur les réponses biologiques des expositions à des produits chimiques. Et ça, je pourrais peut-être le développer par la suite, mais on a pas mal de travaux en cours sur ces différents aspects. Merci bien. Alors je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur les enjeux associés donc à la ressource en eau, on va dire, pour la production d'eau potable, au vu de la complexité de nos ressources en eau. On a précédemment évoqué la nécessité de continuer à disposer de cette ressource pour permettre à chacun d'accéder à une eau potable de qualité. Et donc c'est dans ce cadre-là, finalement, au regard de ce qui vient déjà d'être dit, que je pose une question donc à Sophie Lardy-Fontan de l'ANSES sur finalement quels sont les axes prioritaires de réflexion de l'ANSES au regard de ces enjeux associés à la ressource en eau et à ces évolutions actuelles et en prospective également.
Merci pour cette question qui est complexe et sur laquelle l'ANSES n'est pas seule à avoir évidemment une responsabilité et des actions en cours. Tu m'avais posé la question sur les enjeux d'accessibilité à l'eau et je voulais juste peut-être rappeler que c'est un principe et un droit fondamental qui a été retranscrit. Et au niveau international, on lit bien eau potable et assainissement et c'est pas un hasard et je pense que c'est un élément qu'il nous faut rappeler ici, c'est que les enjeux de maîtrise de la qualité des ressources en eau qui sont effectivement cruciaux pour la production d'eau potable sont intimement liés effectivement à des pressions d'usage évidemment, mais également à des enjeux d'assainissement qui à l'heure actuelle lorsqu'ils sont défaillants posent des problèmes importants dans certains territoires y compris à l'échelle nationale. Ce principe a été renforcé dans le cadre de la révision de la directive eau potable et a été retranscrit dans les textes réglementaires français avec, pour rappel, une estimation de la quantité minimale pour couvrir les besoins essentiels comprise entre 50 et 100 litres d'eau par habitant et par jour. Si vous faites le bilan, c'est très peu. Et lorsque vous êtes sur des territoires qui en souffrent, vous vous en rendez pleinement compte. Et je pense notamment aux territoires ultramarins qui vivent ça de manière quotidienne. Pour moi, il y a un élément important dans lequel on a un petit peu évoqué depuis hier, et comme axe prioritaire sur les enjeux eau potable, ce sont les enjeux du dialogue sciences politiques, sciences société, dans un contexte de changements globaux qui amène un certain nombre d'incertitudes, des défiances et des pertes de confiance dans la parole scientifique et ou politique ou institutionnelle en charge de gestion des questions de l'eau. Et il me semble donc que c'est un axe principal, prioritaire à conduire dans notre communauté. Et ça fait écho effectivement à une prise de parole hier du président de région Alain Rousset. Ça me paraît également extrêmement important de revenir sur ces différents concepts et le concept d'incertitude dont on sait qu'il est de plus en plus prégnant puisque nous sommes face au dérèglement climatique qui génère beaucoup d'incertitudes, les concepts de danger et les concepts de risque qui sont peu ou mal compris et qui, du coup, sont des freins à la conduite de nos activités et qui laissent la part à des prises de parole qui n'amènent rien de très constructif in fine. Éléments qui me paraissent également essentiels à se saisir pour poursuivre finalement les démarches résolues et volontaires de la France sur les actions de poursuite d'acquisition de connaissances. Il ne faudrait pas que parce que derrière on n'arrive pas complètement à expliquer les incertitudes et les risques liés à aux résultats ou au manque de connaissances, ça soit pris comme un frein en disant on n'acquiert plus de connaissances parce qu'on ne saura pas les gérer. Et en ce sens-là, je pense que c'est notre responsabilité collective sur ce point-là. Donc gestion, protection des ressources, enjeu donc de confiance et de dialogue avec la société et la politique, enjeu d'infrastructure. On en a un petit peu parlé hier. À l'heure actuelle, dans certains territoires, on augmente les capacités de prélèvement d'eau, mais pas pour produire plus d'eau à la fin. C'est juste parce qu'on a des systèmes fuyards qu'on n'arrive plus à maintenir et qu'il faut compenser les pertes en ligne. Donc les enjeux d'infrastructure dans un contexte économique très contraint, avec des réglementations qui sont de plus en plus importantes et qui demandent de plus en plus de maîtrise, d'ingénierie. Hier, le président Rousset parlait des charbons actifs et des taux de renouvellement qui sont à renforcer par rapport à la connaissance et à la maîtrise de contamination sur de nouveaux contaminants, et je ne citerai que les PFAS, les métabolites de pesticides comme grands exemples, posent réellement des questions de maîtrise par les opérateurs en charge et de besoin d'accompagnement pour justement permettre à l'ensemble des territoires d'avoir un accès à l'eau sécurisée. En ce sens-là, les dispositifs qui sont en cours de déploiement et qui ont été introduits par la directive dans sa refonte, qui sont donc les PGSE,
PSSE, donc les plans de gestion de sécurité sanitaire de l'eau, sont des leviers d'action qui sont extrêmement pertinents et qui sont en cours de déploiement, mais qui nécessitent une expertise et nécessitent possiblement un accompagnement, et peuvent aussi faire émerger des questions et des besoins à notre communauté de recherche ou d'opérateurs en capacité d'éclairer ou d'accompagner finalement les parties prenantes à leur mise en œuvre. Et donc, en ce sens-là, effectivement, je pense qu'il y a l'enjeu de renforcer les liens avec ces communautés et me paraît extrêmement important. Enfin, évidemment, les enjeux de mesure, de plus en plus, on se retrouve sur des besoins d'avoir de la prise de décision en temps réel, et les principes de surveillance normatifs, je dirais, reconnus ou, je dirais, repris dans les dispositifs réglementaires ne permettent pas nécessairement cette réactivité. Ils sont le cœur et la base, mais il est évident que pour faire face à des situations qui évoluent de manière extrêmement subite, et pour maintenir du coup et adapter en temps réel la gestion de l'eau, eh bien, on a besoin d'outils et donc d'indicateurs robustes, bien maîtrisés, éclairés en termes d'accompagnement pour qu'ils puissent être opérationnels et repris. Et là, je pense également qu'on a encore des leviers d'action, que ce soit à la fois sur les enjeux de la chimie, mais également sur les enjeux liés aux risques microbiologiques, qui sont vraiment la double valence qui est critique sur les enjeux sanitaires des eaux potables. Et enfin, également, les leviers d'action. Donc, on voit qu'on a en cours des nouvelles modalités de production et de gestion des eaux potables qui ont été permis au travers du plan d'eau, un certain nombre de leviers réglementaires ont été levés, avec finalement ce recours un peu élargi aux eaux qu'on appelait non conventionnelles ou eaux impropres à la consommation, mais dont on voit à l'heure actuelle qu'elles vont être un levier d'action pour finalement pouvoir mieux gérer les besoins en eau dans les différents secteurs d'activité, mais et également les nouvelles modalités de production de l'eau. On a à l'heure actuelle des nouveaux dispositifs qui se déploient eau produite à base d'eau atmosphérique, eau potable produite à partir d'eau atmosphérique. Donc ça pose des nouvelles questions, nouveaux dangers, nouvelle évaluation des risques, des enjeux de maîtrise et de déploiement qui amènent également des besoins de connaissances, parce qu'on a effectivement des pans entiers qui sont sans données pour soutenir les besoins de l'évaluation des risques. Donc ce changement de paradigme dans la production d'eau devra être accompagné parce qu'il est vecteur d'un certain nombre de questions scientifiques dont on aura besoin derrière pour mobilisé, disponible, mobilisable pour conduire des actions d'évaluation des risques, parce que conduire de l'évaluation des risques en l'absence de données utiles, mobilisables, qualifiées, est un problème. Et ça, c'est un problème majeur sur les enjeux de l'eau de l'agence. Merci d'avoir bien reprécisé en fait les enjeux des besoins de recherche également pour répondre aux besoins finalement des acteurs pour la production d'eau potable, et le besoin également d'accompagnement en fait des acteurs pour répondre au mieux à ces enjeux. Tout à l'heure, on a évoqué lors de la présentation des thèses le fait que également les hydrosystèmes aujourd'hui peuvent être utilisés comme sentinelles, en fait, sentinelles à la fois de l'état des écosystèmes, mais également sentinelle des risques pour les populations humaines. Et finalement, là également, sur ces questions-là, quelles sont les préoccupations majeures à avoir pour que finalement les hydrosystèmes soient également au service de l'éco-épidémiologie? Effectivement. Alors, l'eau sentinelle, en fait, c'est pas nouveau. L'eau sentinelle, c'est connu depuis le début du XXe, où on se servait de ça pour suivre la polio. Certains pays suivent depuis des années les consommations de drogue via de l'épidémiosurveillance, mais c'est vrai qu'on l'a redécouvert
C'est un héritage positif du Covid. Prenons-en un, la valeur de cette épidémiosurveillance comme un outil puissant de surveillance de l'état de santé des populations et dans le cas présent de la circulation du Covid, mais pas que. La France est au niveau international, donc l'ensemble de la communauté s'est mobilisée et a remis en place un certain nombre de dispositifs de surveillance. En France, il y a un dispositif qui s'appelle SUMO, qui est piloté par Santé publique France et qui est à l'heure actuelle produit des indicateurs de surveillance épidémiologique pour le SARS-CoV-2, mais pas que, en soutien des autres indicateurs de surveillance épidémiologique, je dirais plus conventionnels, qui sont intégrés par Santé publique France et qui permettent finalement de surveiller la circulation de ce virus et d'autres dans la population française. Cette épidémiosurveillance des eaux usées va avoir finalement sa reconnaissance dans un cadre réglementaire, puisque dans le cadre de la révision de la directive eaux résiduaires urbaines, la DRU2, les principes de cette surveillance donc, vont être transposés dans l'ensemble des États membres, donc pour des pathogènes d'intérêt prioritaire et également pour les sujets de l'antibiorésistance. Elle impose un certain nombre d'éléments, d'organisation et de questions que je vais essayer peut-être de reprendre ici schématiquement. Donc effectivement, qui dit intégration de l'eau sentinelle avec des enjeux de sanitaire, alors santé humaine, mais possiblement santé animale également, veut dire de casser les silos et de penser en mode une seule santé. Je reprends les conseils du président Roussel hier, je n'utiliserai pas l'acronyme anglais. Donc une seule santé. Une seule santé veut dire aussi de gérer les questions d'interministérialité, ce qui n'est pas toujours aisé en termes de déploiement de politique publique et d'intégration et d'interfaçage. Et donc c'est un sujet extrêmement important. Au niveau de l'agence, donc effectivement, les problématiques Une seule santé sont effectivement l'ADN de l'ANSES, mais pour faire le lien entre cette notion d'environnement et cette notion de santé, notamment santé humaine, on introduit un nouveau concept, enfin, qui n'est pas nouveau, mais qu'on remet en avant, c'est le sujet de l'exposome. L'exposome, c'est l'ensemble des expositions environnementales, psychosociales, professionnelles, alimentaires, comportementales, qui influencent la santé humaine tout au long de la vie. Et c'est un changement de paradigme en santé publique, puisqu'il nous invite à mieux prévenir en comprenant ce à quoi nous sommes exposés avant que les signaux de santé humaine, les maladies, ne soient visibles ou apparaissent. Et on considère vraiment que c'est le lien manquant entre les enjeux de santé et les enjeux d'environnement. Et au niveau de l'agence, ça devient une articulation de l'ensemble de nos activités, de l'évaluation des risques, de la recherche, de l'appui aux politiques publiques et donc clairement en cohérence avec notre démarche Une seule santé. En termes d'opérationnalité, un nouvel outil, parce que finalement c'est un peu central à tout ce que je vais décrire, c'est le GD4H. Donc c'est le Green Data for Health, qui est donc maintenant repris par l'agence depuis le mois d'avril et qui a pour objet principal l'interopérabilité des données et temporalité des data de l'environnement et de la santé. C'est en lien évidemment avec le plan national santé-environnement. Et le but, c'est structurer une plateforme publique capable de mobiliser, documenter et croiser des données environnementales utiles à la santé et derrière d'offrir une offre de service aux acteurs mobilisés ou mobilisables. Un certain nombre parmi vous sont acteurs de ce GD4H, mais peut-être que vous ne le savez pas encore pleinement parce qu'il n'est pas peut-être pleinement venu au niveau opérationnel. Et typiquement, dans les premières actions qu'il va entreprendre, il va se charger, dans le cadre du plan PIFAS, de l'interfaçage des données des différents domaines sur le sujet des PFAS, puisque c'est un sujet stringent et une vraie limite finalement à la gestion de ce sujet au niveau des différentes tutelles. Donc, c'est effectivement parce que si on veut faire, entre guillemets, l'eau sentinelle,
Il faut que la donnée soit disponible, mais avec la bonne temporalité, parce que si on attend que la fin des projets scientifiques, toute la valorisation, et donc on est à N+5, on n'est plus forcément dans une notion de sentinelle, surtout si on veut faire de l'épidémio-surveillance et qu'on veut documenter l'émergence d'un nouveau pathogène dans les eaux, à titre d'exemple. Donc ça nous pose aussi une question de déontologie pour la communauté de recherche, c'est-à-dire que faire quand on, au travers d'activités de recherche, on découvre une donnée qui peut poser un enjeu sanitaire important. C'est un sujet qu'on aborde peu, mais les enjeux de sentinelle de l'environnement posent à la fois des enjeux d'éthique, parce qu'effectivement, quand on remonte dans les infrastructures des eaux usées, tout le monde était très heureux finalement de voir des pompiers à la sortie d'une EHPAD pendant la crise Covid, mais sur le fond, est-ce que maintenant ça ne chèquerait pas plus ? Parce qu'on peut remonter à la sortie d'une habitation, aller investiguer certaines populations sensibles, donc ça a une force et ça a un enjeu éthique important. Et puis au niveau de la recherche, identifier des pathogènes extrêmement problématiques, ça pose une question de déonto, c'est comment on remonte l'alerte vers les autorités sanitaires pour finalement anticiper une crise sanitaire. Merci bien. Je vais donc faire le lien du coup avec J.C. Jodin sur ces problématiques de la ressource et de la production d'eau destinée à la consommation humaine. Donc finalement, comment vous saisissez de ces questions et quelles sont vos préoccupations majeures au niveau de la régie Bordeaux Métropole, la régie de l'eau Bordeaux Métropole? Merci beaucoup pour cette question. Donc effectivement, moi je fais partie de la direction recherche, innovation, transition écologique. Alors bien de la régie de l'eau Bordeaux Métropole et pas directement de la métropole de Bordeaux comme c'est indiqué sur la diapo. En fait, on est un EPIC qui a été créé en 2023. Suite à une trentaine d'années de gestion de l'eau sur la métropole en délégation. Et donc on alimente aujourd'hui 800 000 habitants à peu près sur 23 communes à partir de 57 millions de mètres cubes prélevés par an uniquement dans les eaux souterraines qui ont été présentées notamment par Mélanie tout à l'heure. On a une centaine de captages d'eau souterraine qui sont tous plus ou moins sensibles. Une grande partie de captages dans les nappes profondes, mais on a également quelques captages qui sont des captages de source dans des secteurs plus sensibles, notamment aux activités humaines et à la variabilité hydroclimatique interannuelle. Alors, vous me demandez quelles sont nos grandes questions à court terme, à un horizon proche. Finalement, ces questions, elles sont assez simples. En tout cas, elles sont simples à énoncer. On cherche à assurer la sécurité quantitative, faire en sorte que tout le monde ait assez d'eau au robinet, et la sécurité qualitative, faire en sorte que cette eau elle soit de bonne qualité. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir, alors ça a été dit également, que la métropole bordelaise, c'est une métropole qui est dynamique. On a une croissance démographique de l'ordre de 1,3, 1,5% par an, je crois, quelque chose comme ça. Qui dit plus d'habitants dit une consommation qui augmente, même si, encore une fois, ça a été dit au cours de la première table ronde, on a une consommation, une évolution de la consommation qui a été contenue au cours des dernières décennies. Et donc finalement aujourd'hui, et je dis bien à l'heure actuelle, les questions qu'on se pose tournent plus autour de en termes de quantité en tout cas, tournent plus autour de la consommation en période de pointe, qui arrive à peu près à la mi-juin sur la métropole bordelaise. Mi-juin, c'est aussi le moment où les ressources commencent à être moins productives. Du coup, typiquement, on a parlé depuis hier à plusieurs reprises de l'année 2022. En 2022, sur la métropole, on a les volumes disponibles qui se sont rapprochés dangereusement des volumes à distribuer. Et donc, pour faire face à ça, on a différents leviers. Pour faire face à ces difficultés, l'exploitant dispose de différents leviers. Le premier, c'est la prévision, l'anticipation. L'exploitant, il a besoin d'avoir des outils qui lui permettent, à court, moyen terme, à l'horizon de quelques semaines, quelques mois, il a besoin de savoir quel sera l'état des ressources dont il va disposer. Et puis en termes de demande, c'est pareil, l'exploitant il a besoin de savoir à quelques jours, à quelques semaines près, quel sera l'état de la demande. Donc pour ça,
on dispose d'outils de modélisation, on fait appel à la connaissance scientifique, on fait appel à l'intelligence artificielle, etc., pour être capable d'anticiper l'état de la ressource, l'état de la demande, et assurer ce fameux équilibre besoin-ressources. Sur la demande, on en a parlé également tout à l'heure, évidemment on a un rôle fort à jouer avec des approches sociétales qui doivent être développées. Sandrine Bossel en a parlé tout à l'heure. Donc on agit, on essaye d'agir sur les comportements des usagers, sur la sensibilisation et faire en sorte d'atteindre cette sobriété qui est nécessaire aujourd'hui. Quand je parle des usagers, on parle des usagers effectivement particuliers, industriels, etc. Et puis il y a cette question aussi, si on revient sur la ressource, de la diversification de la ressource. On a bien conscience qu'on a besoin d'aller chercher de nouvelles ressources. Alors, à long terme, de nouvelles ressources pour de nouveaux volumes, mais effectivement, aujourd'hui, on va chercher de nouvelles ressources plutôt pour faire de la substitution, pour préserver notamment la nappe de l'Éocène, qui a été abordée également au cours de la première table ronde. Et pour aller chercher ces nouvelles ressources, on a besoin de la connaissance fine, encore une fois, en géologie, en hydrogéologie, techniques de forage, etc. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, ces nouvelles ressources, on peut être amené à aller les chercher dans des territoires parfois éloignés du secteur de distribution. Et donc dans ce cas-là, encore une fois, on va faire appel à la science sociale pour essayer de se préserver de certains conflits d'usage qui pourraient se produire. Et puis un autre levier qui est extrêmement important, et Sophie en a parlé juste avant, c'est évidemment l'optimisation du réseau. Donc on parle de recherche de fuite, on parle de modernisation des infrastructures, et là aussi on est sur des thématiques qui sont très dynamiques en termes d'innovation. Donc on voit que sur cet aspect quantité déjà, il n'y a pas de solution unique, on est bien sur un bouquet de solutions qui doivent être coordonnées, et ça commence déjà à faire écho un petit peu à ce concept d'empreinte eau. Et puis l'empreinte eau, si j'ai bien compris, c'est aussi faire ce lien entre qualité et quantité. Puisque on a également des questions en termes de qualité. On a certains de nos captages qui sont vulnérables, qui sont implantés dans des contextes parfois agri-viticoles, parfois urbains, parfois contextes industriels. Donc on a déjà eu à faire face à des phénomènes de pollution qu'on a su gérer de façon technique. On a la chance d'avoir plein de ressources différentes, donc on peut faire de la dilution, on a des solutions techniques de traitement, etc. Ça on sait faire, mais on comprend qu'on a cette nécessité de protéger la ressource qu'on doit surtout pas oublier. Et puis ces dernières années, finalement, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est ces fameuses nouvelles molécules. Ça a été abordé aussi. Alors on parle de nouvelles molécules. Elles sont dans le milieu depuis longtemps, mais on les découvre. En tout cas, on est capable de les mesurer aujourd'hui dans des concentrations suffisamment basses. Alors on parle de chlorothalonil, de ces métabolites, et puis métabolite de chlorothalonil qui a laissé place cette année plutôt aux PFAS et aux microplastiques dans les médias. Donc sur ces questions-là, notre objectif c'est vraiment de ne pas courir derrière la médiatisation et d'être vraiment proactif, puisque l'enjeu ultime, au-delà du respect des normes de potabilité, qui parfois d'ailleurs n'existe pas forcément sur ces molécules, au-delà de la potabilité, ce dont on a besoin, c'est d'assurer la confiance de l'usager dans la qualité de l'eau du robinet, pour éviter qu'il ne se détourne vers l'eau en bouteille par exemple, qui n'est pas forcément de meilleure qualité, en tout cas qui est peu vertueuse d'un point de vue environnemental. Donc on comprend, pour finir, que pour gérer ce socio-hydro-écosystème, on a besoin de mutualiser les connaissances, on a besoin de cette approche globale et de cette fameuse transdisciplinarité. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire au sein de notre direction recherche, innovation, transition écologique, puisque on est dans une direction qui rassemble à la fois des ingénieurs et des chercheurs plutôt issus de formation doctorale universitaire, et ceux dans des disciplines variées, à la fois écotox, hydrogéologie, sociologie, data science, etc. Donc finalement, cette pluridisciplinarité nous permet de faire le pont entre des directions opérationnelles qui ont des questions
au jour le jour, des questions concrètes, et les chercheurs dans les laboratoires qui peuvent apporter ces solutions. Mais il y a besoin de faire ce lien entre les deux. Et puis, on fait aussi ce pont entre les disciplines pour essayer justement de concrétiser ce concept de l'empreinte eau. Merci. Alors, peut-être une question brève tout de même. Enfin, vous avez, donc, on parle de prospective et comment on se projette. Vous avez un projet Résilience eau potable 2070. Donc, finalement, comment vous l'avez construit et avec quel partenaire ou quel acteur Alors effectivement, là j'ai parlé surtout des questions qui nous intéressent sur un horizon proche, mais on a monté un travail de prospective, un projet de recherche mené en collaboration, porté par la régie et mené en collaboration avec le BRGM et le bureau d'études Altéreo, et cofinancé par l'agence de l'eau à Loire-Garonne. Ce projet, il traite de la résilience des infrastructures d'eau de la métropole. Quand on parle de résilience, nous, en tout cas, la façon dont on l'a définit, c'est la capacité du système à encaisser, s'adapter, réagir face à différentes menaces. Et ces menaces, eh bien, on parle de chocs, des événements ponctuels comme une canalisation majeure par exemple, ou plutôt des stress sur le temps long, comme typiquement le changement climatique. Et la finalité de ce travail, c'est d'arriver à développer ce qu'on appelle un plan d'adaptation qui se voudra évolutif pour effectivement garantir la continuité de service, quels que soient les phénomènes auxquels on devrait faire face. Et ce travail-là, on le fait à 2 horizons temporels, 2040, pour vérifier l'efficacité du plan directeur de l'eau potable qui vient d'être terminé, et horizon 2070, où là on va plutôt travailler sur des scénarios prospectifs pour essayer d'anticiper ce fameux futur incertain. Et donc, oui, on reprend le concept d'empreinte eau puisque on essaye d'intégrer dans ce projet-là l'ensemble des dimensions du système, donc les infrastructures, l'environnement et donc la ressource, les usagers, donc la consommation, la gouvernance et aussi les aspects socio-économiques. L'idée, c'est d'impliquer tous les acteurs qui peuvent avoir un rôle à jouer soit dans la mise en œuvre du plan d'adaptation, soit sur un plan décisionnel. Donc ça va être des acteurs internes régie, à la fois les directions opérationnelles, le conseil d'administration, le comité de direction, etc. Et puis ça va être en externe régie, l'ARS, le département, le SMEGREG, la métropole, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un travail qui sera co-construit avec l'ensemble de ces acteurs. À titre d'exemple, je vous ai parlé des menaces sur lesquelles on souhaite travailler précédemment. Eh bien, au cours des premières phases de ce projet, on a réuni l'ensemble de ces acteurs dans des ateliers participatifs, dans au cours d'entretiens, etc. Et donc, c'est à peu près 70 personnes qui ont été interrogées de façon collective pour déterminer quelles sont les menaces qui pèsent et pèseront sur le système eau potable de la métropole à l'horizon 2040, aux horizons 2040 et 2070. Et donc, on a une 50aine de menaces qui ont été définies et qui ont été classées en fonction du risque d'occurrence à ces 2 horizons. Donc un travail vraiment participatif. Aujourd'hui, on utilise la même démarche pour travailler sur les indicateurs de résilience. On a 180 indicateurs de résilience qui ont été définis, encore une fois, de façon collective et qui sont en cours de notation par les mêmes acteurs. Et puis évidemment, à côté de ça, on développe de la modélisation, des outils qui nous permettront de tester l'impact de ces menaces sur le système et de tester l'efficacité des solutions qu'on sera susceptible de proposer. Ces acteurs, finalement, c'est eux aussi qui ont la connaissance fine du système. C'est eux qui nous permettront de faire en sorte que ce plan d'adaptation il soit acceptable, et c'est eux aussi qui nous apportent les éléments de connaissance dont on a besoin pour arriver vers ce plan d'adaptation. Donc finalement, on cherche à aboutir à un plan concret qui sera partagé, qui sera territorial, l'idée étant encore une fois de sortir des silos
Alors on parle des silos quantité, qualité, technique, administratif, recherche opérationnelle. L'idée de ce projet, c'est vraiment ça, c'est de sortir de ces silos et de travailler alors, une image un peu simple, voire simpliste, mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, de travailler de la goutte de pluie qui vient recharger les nappes que l'on exploite jusqu'à la goutte d'eau qui sort du robinet des usagers. Merci. Donc vous avez évoqué les enjeux de modélisation, les enjeux donc d'empreinte. Donc Guillaume Janca, finalement, il y a différentes approches par modélisation qui ont été évoquées pour caractériser l'empreinte eau. Donc finalement, est-ce qu'elles permettent effectivement de bien caractériser l'impact, ou quels sont les enjeux en fait vraiment pour rendre compte de cette complexité et les enjeux de la modélisation? D'accord, merci. Donc effectivement, ce qu'il faut voir peut-être, c'est Marine a déjà décrit les deux types principaux d'empreintes. Donc là, je vais parler vraiment du footprint, et sachant que moi, j'ai essentiellement travaillé sur la partie analyse de cycle de vie, donc derrière de la norme qu'elle a présentée. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est des outils, des normes comptables. Et ces normes comptables, finalement, elles dépendent beaucoup des objectifs que l'on veut faire et également de notre propre posture de chercheur. Par exemple, historiquement, l'empreinte eau bleue, eau verte, elle a été développée par des gens qui étaient spécialistes au niveau mondial de la rareté de l'eau. Et eux, au cours de leurs travaux, ils avaient vu que les changements d'occupation des sols avaient une influence énorme sur finalement le stockage de l'eau verte. L'eau verte, plus précisément, c'est la pluie qui s'infiltre dans les sols et qui est interceptée par les plantes avant finalement qu'elles se retrouvent dans des nappes phréatiques ou des rivières et dans lesquelles elles pourraient être prélevées ensuite. Et en fait, à l'échelle mondiale, cette eau verte, elle est très importante. Et elle était largement ignorée, elle reste largement ignorée, puisque entre hier et aujourd'hui, vous avez pu constater, on a parlé d'irrigation, d'eau d'irrigation de nombreuses fois. L'eau verte, il me semble qu'à part Marine, il n'y a personne qui l'a évoqué, alors que c'est elle qui est responsable, et c'est grâce à elle plutôt que vous avez tous les écosystèmes naturels, terrestres, qui existent, et c'est elle qui est aussi largement contributrice à toutes les cultures. Grosso modo, l'eau bleue, c'est-à-dire l'eau, par exemple, qui est prélevée pour de l'irrigation, c'est pour faire l'appoint. C'est pas l'eau qui majoritairement, en tout cas dans nos climats, c'est pas l'eau qui est majoritairement utilisée, par exemple, par un pied de vigne. Un pied de vigne, il va, grosso modo, utiliser 400 mm d'eau verte et peut-être 100 ou 150 mm d'eau bleue. Et donc, eux, ils avaient cette vision, et donc justement, ils ont développé une empreinte eau qui tenait compte de cette importance de l'eau verte, de l'eau bleue, et puis ensuite, ils ont rajouté l'eau grise. L'eau grise, c'est pour montrer la pression qui est due aux polluants, c'est-à-dire les usages dégradatifs de l'eau, qui font que eux, ils l'ont calculé selon finalement un ratio entre, en fonction de la substance, l'eau nécessaire pour diluer cette substance, pour revenir soit des niveaux naturels, soit des niveaux fixés par la réglementation. Au niveau de l'eau, où vous avez toute la série d'indicateurs écotoxicité, toxicité, eutrophisation, acidification, qui est l'eau, qui est l'empreinte eau à laquelle fait la référence ISO dont Marine a parlé. En fait, là, on est sur une approche complètement différente historiquement. Historiquement, les gens de l'analyse de cycle de vie, c'est des gens qui plutôt étaient intéressés par finalement comparer, par exemple, les impacts qui sont liés à la fabrication d'une unité supplémentaire d'un stylo et de pouvoir éventuellement comparer les impacts environnementaux de ce stylo fabriqué en France, de ce stylo fabriqué en Chine.
Donc ça veut dire derrière que lorsqu'on raisonne en termes d'empreintes au sens de l'analyse de cycle de vie, on est sur des impacts marginaux. Alors que précédemment, on était sur des impacts qui exprimaient finalement une pression par rapport à la disponibilité totale de l'eau au niveau d'un bassin versant, au niveau du monde, et donc une évaluation environnementale que l'on appelle évaluation environnementale absolue. Donc c'est la première différence. Ça veut dire que pour l'ACV, on est sur des impacts potentiels qui ne sont pas réels. Et au niveau de l'ACV également, on essaye justement de comparer. C'est-à-dire, on va comparer deux moyens de production différents d'un même bien de consommation, par exemple 1 kilo de maïs fabriqué en Chine ou aux États-Unis. Donc on est sur des objectifs différents. Et derrière ces objectifs, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'empreinte eau, elle a un rôle de communication. Alors cette communication, d'ailleurs, ça a été très bien au niveau de l'analyse de cycle de vie bien pris en compte, puisqu'il y a des normes internationales qui, en entier, raisonnent sur les différents types de communication, les différents moyens de communiquer d'un résultat justement d'analyse de cycle de vie, d'une empreinte quelconque. Et ça veut dire derrière que les empreintes également servent à communiquer. Un indicateur sert à communiquer, que ça soit communiquer entre experts scientifiques pour mieux comprendre certains phénomènes, que ça soit en support à la décision également. C'est-à-dire un bon indicateur, c'est un indicateur qui va permettre aussi, selon les objectifs, de pouvoir décider. Et donc ça aussi, il n'y a pas une empreinte eau unique, il peut y avoir de multiples empreintes eau qui peuvent être justement dédiées à des objectifs différents. Donc là, je vous ai présenté la vision, on va dire, des deux empreintes eau les plus couramment utilisés. Ici, on est une communauté scientifique justement dans le domaine de l'eau qui est très large. Donc, on peut aussi, pourquoi pas, développer une empreinte eau qui puisse servir comme outil de médiation entre les différentes disciplines scientifiques. C'est possible. On peut, en association justement avec des partenaires de gestion, développer des empreintes eau qui soient adaptées vraiment également à leurs objectifs de gestion. Donc, il ne faut pas voir une empreinte eau comme quelque chose de figé. Pour moi, c'est quelque chose de très évolutif et qui évolue aussi en fonction des connaissances. Et en fonction des connaissances, à l'heure actuelle, au niveau des empreintes eau, on a plusieurs limites. Une des limites, plutôt au niveau hydrologique, c'est que l'on se base sur des modèles hydrologiques globaux, que ce soit pour l'empreinte eau volumétrique au bleu ou verte ou pour l'empreinte eau ACV. Et ces modèles hydrologiques globaux, la difficulté, c'est qu'ils sont le plus souvent basés sur des calibrations qui sont effectuées sur les grands fleuves côtiers. Sur les grands fleuves, plutôt, excusez-moi. Donc, par exemple, lorsqu'on raisonne, lorsqu'on veut adapter ça sur des petits fleuves côtiers comme l'Hérault, par exemple, chez nous, dans notre département, ben c'est difficile, c'est compliqué, parce que c'est des modèles qui n'ont pas été faits à l'origine pour ça. Donc ça, c'est des limites qui sont communes. Et une autre limite, plutôt sous l'angle de l'ACV, c'est que, justement, nous aussi, on a développé des indicateurs d'écotoxicité, de toxicité, pour décrire une toxicité ou une écotoxicité chronique, mais sur la base finalement de mesures qui sont faites à partir de tests qui mesurent plutôt de la toxicité aiguë. Donc là aussi, il y a des questions à se poser sur la validité justement des modèles qui sont proposés. Et donc là aussi, il y a des développements qui se font. Alors dans le champ de l'ACV, c'est plus comment passer d'une approche plutôt marginale à une évaluation environnementale qu'on appelle plutôt absolue. Donc sous l'angle, par exemple, des limites planétaires, sous l'angle également des services écosystémiques.
Là aussi, quand on parle de services écosystémiques derrière, ça veut dire qu'on va travailler justement à essayer de décrire finalement est-ce que mon écosystème aquatique est en bonne santé ou pas. Et un reproche qu'on peut faire aux services écosystémiques, c'est que c'est une vision qui est très anthropocentrée. Grosso modo, les services écosystémiques, on les a développés pour mesurer la santé d'un écosystème, mais par rapport aux services qu'il est capable de nous rendre. Donc peut-être que justement, avec des gens ici qui sont spécialistes en écologie des milieux aquatiques, on peut développer finalement des approches, des empreintes qui soient plus représentatives peut-être d'une santé d'un écosystème en tenant compte finalement de la santé de l'écosystème en tant que tel, qu'est-ce qu'il représente. Merci beaucoup. En fait, je pense que finalement, les questionnements que vous évoquez, finalement, témoignent bien des enjeux du PC4, en fait, empreinte et sentinelle, et la façon dont la communauté scientifique peut apporter finalement des éléments pour re-questionner finalement cette notion d'empreinte, et comment derrière aussi elle peut servir pour caractériser le milieu et également sur les enjeux de haut comme sentinelle. Voilà, je vous remercie. Donc c'est le temps de la clôture. Je remercie l'ensemble des membres de la table ronde.